Alors bonjour et bienvenue à cette capsule sur la chimie des acétals. Dans cette capsule, donc, nous allons regarder comment utiliser ou en tout cas faire réagir des aldéhydes ou des cétones afin d'obtenir des acétals ou c'est appelé cétals pour les cétones. Des fois, et on peut passer par ce qu'on appelle les hémiacétals ou hémicétals. Donc, pour faire ça, on va utiliser un alcool, souvent en milieu acide, et on va pouvoir obtenir ce type de molécule-là, ce type de fonction plutôt. Euh, les fonctions acétales et hémiacétales et l'équivalent pour les cétones sont souvent retrouvés lorsqu'on va faire de la chimie de synthèse ou encore lorsqu'on va parler des molécules biologiques comme les glucides particulièrement. Donc, dans votre manuel, vous allez trouver le sujet de la chimie des acétals aux pages 268 à 271. Donc, la première chose que je vais vous parler, c'est comment on va les former. Donc, on va former d'abord la première portion qui est l'hémiacétal. Donc, un hémiacétal, c'est quoi? Un hémiacétal, c'est un atome de carbone qui va apporter à la fois les fonctions alcool et éther. Donc, on va avoir un alcool et un éther sur le même carbone. Donc, pour pouvoir les produire, on ajoute un alcool en milieu acide sur un aldéhyde. Donc, ça va former un hémiacétal. Donc, vous devez partir avec un aldéhyde. On va voir aussi qu'on peut faire ça avec les cétones. On doit avoir un alcool et un, un catalyseur acide, donc une source de H+, pour pouvoir obtenir l'hémiacétal. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'alcool va s'additionner ici sur le carbone qui portait la double liaison O. Et donc, ça va transformer la double liaison O en OH et l'alcool va venir s'insérer comme un OR. La différence entre un aldéhyde, je vous rappelle, c'est le fait qu'on a un hydrogène ici, au bout de la chaîne, tandis que les cétones, ça serait une autre chaîne de carbone. Quelques sources d'acide anhydre, donc anhydre qui veut dire qu'ils n'ont pas d'eau, qu'on peut utiliser comme catalyseur pour ce type de réaction-là. Vous avez par exemple l'acide sulfurique, très très utilisé, donc H2SO4. Vous pouvez utiliser de l'acide chlorhydrique gazeux, donc pas dans l'eau, hein, parce qu'on ne veut pas d'eau. On va voir pourquoi par la suite. Ou encore, on peut utiliser l'acide p-toluène sulfonique, qui est aussi noté PTSOH. Et je vous montre un petit peu de quoi ça a l'air. C'est la suivante. Donc, c'est une sulfone qui est accrochée sur un toluène, donc un benzène avec un méthyle en para. Donc, c'est pour ça qu'on appelle le P pour para-toluène sulfonique. Donc, c'est un acide assez fort, un petit peu comme H2SO4, mais qui ne va pas venir non plus attaquer comme un nucléophile, un petit peu comme H2SO4. Donc, on évite des interférences autres. Donc, c'est vraiment une source de H+, presque uniquement. Donc, le mécanisme de comment fonctionne la formation des hémiacétals, puis on va voir aussi que le mécanisme est aussi bon pour les acétals par la suite. La première étape, c'est la protonation de l'oxygène par le catalyseur. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que la liaison double O, l'oxygène qui est au bout, a des doublets libres. Donc, on va utiliser un des doublets libres qui va venir chercher un H acide, donc du catalyseur. Donc, on a mis un peu de catalyseur, donc on va en avoir juste assez pour pouvoir faire réagir quelques molécules d'aldéhyde de cette manière-là, ou de cétone, tout dépendamment qu'est-ce qu'on a. Donc, on va venir protoner cet oxygène-là. Donc, ça va venir comme rendre toute cette portion-là plus électrophile. Donc, un nucléophile va pouvoir venir s'ajouter, tel que l'alcool. Sauf que l'alcool, c'est pas un super bon nucléophile. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que il a fallu qu'on active dans la première étape l'électrophile pour que le nucléophile, qui est l'alcool, puisse réagir assez facilement. Puisque c'est pas un très très bon nucléophile, on a activé l'électrophile pour le rendre plus réactif. Donc, ça va faire en sorte que le nucléophile, à ce moment-là, est assez réactif pour pouvoir réagir avec ce meilleur meilleur électrophile. Et donc, on va attaquer le carbone qui porte la double liaison O et on brise la double liaison avec l'oxygène, ce qui forme un OH. Et
l'alcool est maintenant attaché ici comme ceci, donc qui est un oxygène positif puisqu'il y a un H de trop. Donc la dernière étape, ça va être d'enlever ce H-là. Donc la troisième et dernière étape, c'est de déprotoner l'alcool qu'on a positionné pour former l'imiacétal à la fin. Donc souvent, on va avoir une base dans le milieu. Donc par exemple ici, la base que j'ai mise, c'est celle qu'on a créée un petit peu plus tôt ici. Puisqu'on veut éviter d'être en milieu aqueux, on ne devrait pas avoir d'eau. Donc ça va être une des choses qui ne pourrait pas être là. Par contre, on pourrait avoir un autre équivalent d'alcool qui pourrait venir faire cette étape-là, puisque l'alcool est quand même une bonne base, meilleure base que SO4, HSO4-, qui n'est pas une super bonne base, mais qui pourrait venir ici régénérer le catalyseur initial. Mais que ce soit l'alcool ou le HSO4- pour reformer du H2SO4, on va quand même générer une source de H+, que ce soit l'alcool qui vient déprotoner ou reformer le H2SO4 lors de cette étape-là. C'est pas mal le même mécanisme. Donc, on vient chercher le H, on donne les électrons à l'oxygène, ce qui nous donne l'imiacétal. Donc, un éther, OR, et un alcool, OH, sur le même carbone. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est que avec un peu le même fonctionnement, on peut remplacer avec un autre équivalent d'alcool le OH qui était sur l'imiacétal par un autre OR, ce qui nous donne un acétal. Donc, la formation d'un amiacétal est souvent la première étape, la première réaction d'un processus qui nous amène jusqu'à la formation d'un acétal. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut avoir un deuxième équivalent, donc une deuxième molécule d'alcool pour notre aldéhyde de départ. Donc, on peut faire réagir l'imiacétal une deuxième fois pour avoir cette fois-ci deux fonctions éthers sur le même carbone, qui est l'acétal. Donc ça, ici, c'est la réaction. On a besoin encore une fois d'un peu d'acide. Parce que le processus qui est ici est à l'équilibre, et donc se base sur le principe de la Châtelier, vous voyez, c'est à l'équilibre. Ce qui est important, c'est que dans les réactions comme la formation d'imiacétal ou d'acétal, il est possible d'aider la réaction pour la pousser d'un côté ou de l'autre, mais nous, ce qu'on veut, c'est la pousser du côté de l'acétal. Pour pouvoir faire ça, pousser la réaction vers les produits, vers la formation de l'acétal et aussi le dégagement d'eau, il y a deux façons de faire. La première, c'est de mettre beaucoup d'alcool, donc beaucoup de réactif avec lequel l'imiacétal va réagir. Donc, on pousse l'équilibre de ce côté-ci, par le principe de Châtelier. Ou encore l'autre façon, qui est souvent favorisée, parce que des fois, l'alcool peut être dispendieux, peut être difficile à obtenir, donc on ne veut pas le gaspiller en mettant beaucoup d'équivalent. Donc, l'autre façon de faire, c'est d'enlever un des produits pendant que la réaction se fait. Donc, on va pousser l'équilibre du côté des produits en retirant un des produits qui est ici, par exemple, l'eau. Donc, l'eau est quand même facile à enlever. Il y a des méthodes assez bien pensées qui permettent de faire ce retrait-là de l'eau. Donc, je vais vous parler brièvement de qu'est-ce qu'on fait en laboratoire pour pouvoir retirer l'eau d'un milieu réactionnel. Donc, il y a quelques méthodes qui sont possibles. On peut utiliser du tamis moléculaire, qui est une espèce de poudre ou de petites granules qui absorbent l'eau lorsqu'on est dans un milieu. Donc, on peut mettre ça dans une réaction, mais on peut mettre ça ailleurs pour absorber l'eau du milieu. Ou encore, on peut utiliser ce qu'on appelle un séparateur d'Instar, qui est un montage, une verrie spéciale. Donc, cette verrie-là vous permet d'avoir... en fait, c'est ceci. Donc, c'est l'espèce d'adapteur qui est ici. Donc, ça, c'est la verrie qu'on appelle un séparateur d'Instar qui vous permet d'accumuler dans la section qui est ici avec un réfrigérant au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on chauffe. Le liquide monte. Donc, si vous avez, par exemple, dans votre ballon réactionnel, vous avez un solvant, vous avez de l'eau qui est en train d'être formée pendant la réaction. Ce qui va arriver, c'est que le solvant et l'eau vont monter par vapeur.
vont venir se condenser, puis vont tomber, mais ils ne vont pas tomber directement dans le ballon, ils vont venir tomber dans cette portion-là du Dean Stark. Et lorsqu'ils tombent sous la forme de condensation, la forme liquide, à cause du réfrigérant qui est juste au-dessus, ben à ce moment-là, ils vont s'accumuler dans cette portion-ci. Et préalablement, on aurait mis de notre solvant, qui est généralement plus léger que l'eau. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si l'eau et le solvant s'accumulent ici, l'eau va aller dans le fond, tandis que le solvant va rester en surface. Puis, si ça dépasse le niveau, il va juste recouler dans notre ballon réactionnel. Donc, c'est de cette manière-là qu'on peut retirer l'eau sans retirer notre solvant, puisque le solvant va retomber si on en a mis déjà dans la portion qui est ici. Donc, c'est une façon assez ingénieuse de pouvoir retirer l'eau lors d'une réaction. Donc, si jamais vous avez besoin de faire ça, ce serait une méthode qui serait appropriée. L'autre, ça serait d'utiliser par exemple du tamis moléculaire, une autre façon de faire, mais des fois, le tamis moléculaire, puisque des fois, il faut mettre quelque chose supplémentaire dans la réaction, dans le milieu réactionnel, ça peut interagir avec certaines molécules, donc c'est quand même préférable d'utiliser quelque chose comme de la verrie à ce moment-là. Il ne va pas réagir, évidemment. Donc, je vous montre le mécanisme de la formation d'acétal. Donc, c'est quelque chose de similaire à ce qu'on a vu avec l'hémiacétal, sauf que là, la protonation se fait sur l'alcool. Évidemment, on pourrait protoner l'ester, excusez-moi, l'éther plutôt, le OR qui était là, qu'on a mis préalablement, mais c'est pas dans notre intérêt d'enlever cette portion-là, on veut retirer l'alcool. Mais il faut comprendre que tout le processus est en équilibre, c'est-à-dire que techniquement, oui, on pourrait protoner l'autre oxygène, mais c'est un équilibre, encore une fois, puis ça ne nous amène pas vers le produit que nous, on désire. Donc, ce n'est pas un mécanisme qu'on désire regarder. On veut vraiment voir celui pour obtenir l'acétal. Donc, pour pouvoir faire ça, comme je dis, on protonne le OH qui devient une molécule d'eau qui est encore accrochée avec le carbone. Donc, c'est pour ça qu'elle est encore chargée positivement. Donc, ça, c'est un très bon groupe partant. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Bien, on va l'avoir qui va partir. Donc, ce qui va se passer, c'est que la portion OR va revenir, prendre un des doublets libres de l'oxygène du OR pour pouvoir former une liaison double et kicker, donc expulser la molécule d'eau. Donc, on se retrouve avec de l'eau qui s'en va dans le milieu. Donc, c'est cette molécule d'eau-là qu'on veut retirer du milieu pour pouvoir pousser la réaction dans ce sens-là. On forme ce qu'on appelle un ion oxonium. L'ion oxonium, c'est ce qui va réagir ensuite avec l'alcool. Donc ici, l'ion oxonium fait en sorte qu'on a un bon endroit où l'alcool va attaquer de façon nucléophile. Donc ça, c'est un bon électrophile. Et on se retrouve à ce moment-là avec quelque chose qui est très très similaire à ce qu'on avait précédemment. Sauf que cette fois-ci, on a deux portions OR. On a encore le H qui est de trop, mais on va régénérer notre catalyseur acide de départ, puisque un peu de base du milieu, soit molécule d'alcool ou encore le H2SO4-, va venir chercher le H qui est de trop pour pouvoir ensuite juste libérer l'acétal final. Donc, ce qui est important, c'est qu'on va libérer de l'eau, puis c'est vraiment ça qui peut être utilisé à pour rendre le processus efficace, puisque tout est à l'équilibre. Donc, pour pousser l'équilibre vers les produits, généralement, on retire l'eau lors du processus. Maintenant, la formation d'acétal et de cétal sont possibles, donc à partir directement de l'aldéhyde ou de l'acétone. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que si on met deux équivalents d'alcool, on peut former directement l'acétal sans passer. On passe par l'hémiacétal, évidemment, mais on ne s'arrêtera pas à l'hémiacétal, on va aller ensuite directement à l'acétal. Donc, ça, c'est une façon directe d'y aller. On n'a pas besoin de s'arrêter. Même chose pour les cétones. Donc, les cétones peuvent réagir avec les alcools pour former des hémicétals. Ici, j'aurais dû écrire hémicétal et non hémiacétal. En présence, si on met un alcool, un équivalent avec de l'acide, tandis que si je mets un excès d'alcool, donc deux équivalents ou plus, donc si j'en mets un deuxième, à ce moment-là, on va former un cétal qui est très très similaire
à un acétal pour les aldéhydes. Donc, ça fonctionne vraiment de la même façon. Donc, c'est pas mal le même mécanisme que pour les aldéhydes. Maintenant, cette chimie-là, c'est très très bien. OK, je viens de vous présenter comment on fait des acétals et cétals, mais à quoi ça sert? Donc, à quoi ça sert en chimie organique? Les acétals vont servir souvent comme groupement qu'on appelle protecteur. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en chimie organique, lorsque vous vous retrouvez avec une molécule qui est complexe, vous allez avoir plusieurs fonctions sur la même molécule. Lorsqu'on veut faire une réaction, il y a certaines réactions qui sont sensibles à la présence de certaines fonctions dans notre molécule et pourraient interférer, ça veut dire pourraient avoir une réaction non désirée avec ces fonctions-là. Pour éviter ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va protéger les fonctions qui pourraient réagir, qu'on ne voudrait pas qu'ils réagissent, et ensuite on va procéder avec notre réaction sur la fonction qu'on veut vraiment changer. Donc les acétals et les cétals sont vraiment résistants au milieu basique, réducteur ou oxydant. Ça veut dire que si on veut s'assurer de faire quelque chose dans un milieu basique, un milieu réducteur ou un milieu oxydant, plutôt que de laisser l'aldéhyde ou l'acétone tel quel sur la molécule et que le milieu de la réaction pourrait réagir avec cette portion-là, on va la changer en acétal ou cétal. On peut utiliser ça pour bien protéger, comme je vous dis, un aldéhyde ou une cétone avant de réaliser des transformations qui sont hautes sur des fonctions dans la même molécule. Donc voici un exemple que je vous montre d'un acétal comme groupement protecteur. Donc groupement protecteur pour protéger la fonction qui était là précédemment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va former un acétal. Par exemple, ici, je peux former un acétal avec 2 molécules d'éthanol dans du H2SO4, puis j'obtiendrai, par exemple, mon acétal comme suit. Donc, il réagit sur le double liaison O de l'aldéhyde. Donc ça, ici, c'est un groupement aldéhyde qui est maintenant protégé. Donc, si je veux faire une réaction, telle que la réaction suivante, donc vous avez ici une alcyne terminale. Donc, avec une alcyne terminale, si j'utilise du NaNH2, je forme un sel d'alcyne. Puis, ce que je peux faire, c'est qu'avec un sel d'alcyne, je peux utiliser CH3Br, par exemple, pour ajouter un carbone au bout de mon alcyne. Donc, ça, c'est un électrophile qui réagit avec mon nucléophile. Ce qui est important, c'est que j'ai protégé mon groupement aldéhyde. Pourquoi? Parce que sans cette protection-là, ce qui serait passé, c'est que lorsque je forme mon sel d'alcyne, la forme aldéhyde était toujours présente sous sa forme de départ, excusez-moi, sous la forme telle quelle, pas sous la forme protégée, mais la forme déprotégée. À ce moment-là, le sel d'alcyne aurait réagi avec directement l'aldéhyde d'une autre molécule de départ. Pourquoi? Parce que l'aldéhyde a aussi un carbone qui est électrophile. Donc, si je forme un nucléophile, puis que j'ai d'autres molécules autour qui ont une section de la molécule qui est électrophile, ben à ce moment-là, ça va réagir ensemble. Donc, à ce moment-là, je me serais retrouvé avec pas ce que je veux à la fin parce que j'aurais pas pu ajouter CH3Br puisque le sel d'alcyne aurait réagi tout de suite sur l'aldéhyde. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai protégé mon aldéhyde avec un groupement acétal, puis le groupement acétal, lui, ne peut pas se faire attaquer par le sel d'alcyne. Donc, tout est beau, je peux faire ma réaction. Je peux faire ça pour d'autres types de réactions, des réactions de réduction, des réactions d'oxydation, qui pourraient attaquer mon aldéhyde ou ma cétone. Je ne veux pas que ça fasse ça, mais à ce moment-là, je peux le protéger d'abord. Maintenant, la question que vous pourriez vous demander, c'est OK, mais une fois que c'est protégé, je voudrais retrouver ma cétone ou mon aldéhyde. Qu'est-ce que je fais? C'est assez simple. Les acétals et les cétals, en milieu acide, vont reformer votre aldéhyde ou l'acétone de départ. Donc, juste un petit peu d'acide va reformer votre aldéhyde, par exemple ici. Donc, ça va être important que vous considériez, si jamais vous voulez faire une réaction avec un groupement protecteur qui est un acétal, ben, il ne faut pas que ce soit une réaction qui se fait dans un milieu acide, parce qu'à ce moment-là, vous allez juste déprotéger. Et si vous avez tout fait le tout pour protéger d'abord,
puis vous faites juste déprotéger ensuite, ben ça sert à rien. Donc, il faut quand même faire attention. Les milieux acides déprotègent, c'est bien parce que c'est facile pour déprotéger, pour ramener notre molécule comme on la veut, mais en même temps, ça fait en sorte que les réactions en milieu acide ne peuvent pas utiliser ce groupement protecteur-là comme groupement protecteur. Okay? Ce qui est souvent fait, c'est qu'à la place d'utiliser, par exemple, ici, 2 alcools sont liés comme ça ici, là. Donc, j'ai utilisé 2 éthanols. Ce qu'on peut faire, c'est qu'à la place, je peux utiliser une molécule qui est un diol. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 groupements alcool sur la même molécule comme groupement protecteur. Un de ces molécules-là, de diol, qui est très, très, très utilisé comme groupement protecteur provisoire, c'est le propane 1,3-diol. Donc, le propane 1,3-diol, lorsqu'il vient former un acétal, il forme un cycle à 5. Puis un cycle à 5, c'est assez stable. Donc ça aide beaucoup à pousser la réaction de ce côté-là pour pouvoir former notre acétal assez facilement. Donc ça, c'est un avantage que vous pouvez avoir. Mais le mécanisme est le même que tantôt pour former l'hémiacétal et ensuite l'acétal. C'est juste qu'on va utiliser l'alcool, un des alcools pour former l'hémiacétal, puis on va utiliser l'autre alcool tout de suite pour former l'acétal directement. Donc, on n'a pas besoin de mettre 2 équivalents, on met juste un équivalent, puis l'acétal, à la fin, est obtenu directement. Donc, ça, c'est une façon simple de l'obtenir. Maintenant, juste pour compléter, avec les acétals et les cétals, c'est de la chimie qui se fait autour des carbonyles, soit les cétones et les aldéhydes. Donc, ce que je veux parler, c'est juste vous rappeler ce qui change un petit peu la réactivité des aldéhydes et des cétones avec un nucléophile. Donc, qu'est-ce qui est plus réactif? Est-ce qu'un cétone est plus réactif? Est-ce qu'un aldéhyde est plus réactif? Donc, pour pouvoir faire ça, on doit regarder certains facteurs. Donc, les facteurs d'ordre d'abord stérique. Après ça, on va regarder des facteurs d'ordre inductif et on va aussi regarder la résonance. Donc, le premier facteur qu'on va s'intéresser, c'est les effets stériques. Donc, les effets stériques, c'est lorsque vous avez quelque chose qui est volumineux, qui bloque physiquement le carbone qui pourrait être attaqué par un nucléophile. Donc, si vous avez la présence de gros groupements volumineux qui sont juste à côté de votre COO, ça rend à ce moment-là l'atome, le carbone du COO, moins accessible à l'attaque d'un nucléophile. Par exemple, vous avez ici un gros groupement avec beaucoup de carbone d'un côté, puis aussi de carbone de l'autre côté, comme dans une cétone, qui est très très encombrée ici, mais votre nucléophile va avoir la misère à se rendre à attaquer le carbone qui est électrophile de votre COO, de votre carbonyle. Tandis que si vous avez une cétone qui est un petit peu moins encombrée, donc des chaînes plus courtes, ben à ce moment-là, ça va être plus facile de venir sur le double O, donc le carbone qui est électrophile. Mais si vous avez un aldéhyde, généralement, parce qu'un aldéhyde, il y a toujours un H d'un côté. Puis un H est pas mal petit, donc il y a beaucoup moins d'effets stériques pour les aldéhydes, ce qui fait en sorte que les nucléophiles peuvent attaquer beaucoup plus facilement, ce qui rend de façon générale les aldéhydes plus réactifs. Donc ça, par l'effet stérique, les aldéhydes vont être plus réactifs. L'autre facteur qui est à considérer, c'est les effets inductifs. Donc la présence, par exemple, de chaînes de carbone. Vous avez beaucoup de chaînes de carbone, ça va diminuer le caractère positif carbone carbonylique, donc du carbone du COO, et donc ça va diminuer sa réactivité en tant qu'électrophile. Parce que si je lui donne des électrons, il va être moins chargé delta+. S'il est moins delta+, il est moins électrophile. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va éviter si on veut que ça soit réactif. Au contraire, si on a la présence d'un atome très électronégatif, à ce moment-là, ça va augmenter la réactivité. Donc, un exemple de ça. Une cétone. De façon générale, comme je vous dis, les cétones, vu qu'il y a des chaînes de carbone des deux côtés, il y a un petit peu plus d'effet répulsif. Donc, inductif, répulsif, qui donne des électrons vers le COO, donc vers le carbone, qui on veut qu'il soit le plus delta+. Fait que si on lui donne des électrons, il est moins delta+, il est moins réactif. Donc l'acétone va être moins réactif qu'un aldéhyde, par exemple. Un aldéhyde
va juste avoir un côté avec une chaîne de carbone. Donc, de façon générale, moins d'effets inductifs répulsifs sur l'aldéhyde. Maintenant, l'extrême que je pourrais vous montrer, c'est un aldéhyde qui a en plus des atomes électronégatifs. Donc, les atomes électronégatifs, à ce moment-là, ont des effets inductifs attractifs. Donc, ils tirent sur les électrons, ce qui rend le delta plus encore plus delta plus et donc plus réactif. Donc, ici, c'est un petit peu l'ordre de réactivité. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que par les effets d'encombrement et les effets inductifs répulsifs, de façon générale, les cétones sont moins réactives que les aldéhydes. Donc, les aldéhydes sont plus réactifs. Donc, admettons, vous avez dans une molécule un aldéhyde et une cétone. Ça va toujours être l'aldéhyde qui va réagir en premier. Si jamais vous vous retrouvez avec une molécule qui a les deux, donc qui a l'aldéhyde et l'acétone, que vous voulez juste faire réagir l'acétone, mais pas l'aldéhyde, il va falloir protéger d'abord l'aldéhyde. Puisque l'aldéhyde est plus réactive, ça va être facile de former un acétal en premier sur l'aldéhyde. Puis après ça, vous pouvez faire votre réaction avec l'acétone, la modifier, et après ça, vous déprotégez votre aldéhyde, puis on va le retrouver tel quel. Donc ça, c'est une façon simple de voir un petit peu la réactivité des aldéhydes et des cétones. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a un dernier effet que je n'ai pas parlé encore, qui est l'effet de la résonance. Mais l'effet de la résonance, ça peut affecter des aldéhydes ou des cétones, peu importe c'est quoi. Puis, il faut juste faire attention, s'il y a de la résonance dans un aldéhyde, ben, ça peut la rendre beaucoup moins réactive qu'une cétone. Donc, il faut juste regarder c'est quoi qui se passe autour. Donc, la présence de liaisons doubles qui sont conjuguées au COO diminue beaucoup le caractère électrophile par délocalisation. Donc, il va falloir faire attention parce que, en plus des contraintes stériques et effets inductifs, il faut regarder la résonance sur les carbonyles. Donc, admettons si vous avez un aldéhyde, il n'y a pas de résonance supplémentaire, il y a juste la résonance de base que le COO a, c'est-à-dire on peut m'amener les électrons vers l'oxygène, ce qui crée une charge delta plus, une charge delta moins. Donc, de façon, on dessine l'hybride de résonance, on aurait un delta plus sur le carbone, puis un delta moins sur l'oxygène. Maintenant, si on regarde un aldéhyde qui a une double liaison qui est conjuguée, ça veut dire séparée par une liaison simple, donc on peut faire de la résonance, à ce moment-là, on voit qu'il y a une structure de résonance supplémentaire dans laquelle le plus n'est pas sur le carbone du carbonyle, mais est plus loin dans la molécule, ce qui va faire en sorte que le plus est partagé. Donc le delta plus sur le carbonyle va être beaucoup moins grand, ce qui fait en sorte que cet aldéhyde-là sera beaucoup moins réactif que celui d'en haut qui n'a pas de résonance. Donc la résonance, de façon générale, diminue beaucoup le caractère électrophile. Donc, que ce soit les aldéhydes ou les cétones, mais ça la diminue beaucoup. Donc, ça peut rendre, par exemple, des aldéhydes moins réactifs que des cétones. Donc, il faut faire attention un petit peu à la résonance, qui est le dernier effet qui peut intervenir. Donc ça fait le tour sur la chimie des acétals, puis aussi un petit peu sur la réactivité des cétones et des aldéhydes, juste pour vous donner une idée, parce que c'est directement lié avec la chimie des acétals. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est de travailler sur l'atelier qui porte sur les acétals. Et si vous avez des questions, je vais être disponible pour pouvoir vous répondre. Sinon, on se voit dans la prochaine capsule. Au revoir.